Parler d'un dernier concept qui s'appelle la falaise de verre, donc the glass cliff, à ne pas confondre avec le plafond de verre, donc the glass ceiling, ça c'est le plafond de verre, mais là c'est la falaise de verre, donc the glass cliff. Et en fait la falaise de verre, the glass cliff, c'est le phénomène selon lequel les femmes ainsi que d'autres groupes minoritaires sont davantage susceptibles comparativement aux hommes ou aux personnes non issues de minorités, d'être engagées dans des fonctions de pouvoir à haute responsabilité lorsque le risque d'échec est particulièrement prononcé. Donc ça, c'est la définition de Ryan et Aslam en 2005. Donc ça veut dire, c'est l'idée que là, on a une crise, et du coup, c'est le bon moment pour se dire, allez hop, il nous faut un noir pour gérer, ou il nous faut une femme pour gérer, et voilà, en mode, c'est les gens, ces personnes-là, en fait, ces personnes issues de groupes minoritaires, ou les femmes, vont être élues seulement quand c'est des situations en fait où il y a un fort risque d'échec. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez vicieux parce que quand ces personnes, on les met dans une situation de crise, quand elles ratent, bah en fait, on va dire ah regarde c'est de sa faute parce qu'on a mis une femme, alors qu'en fait, on la met au moment où c'était le plus risqué. Et du coup, c'est par exemple l'exemple de Theresa May, Premier ministre de l'Angleterre. On l'a mise en place, on l'a mis au moment où il fallait gérer les questions du Brexit. Et du coup, elle n'a pas réussi et elle a démissionné. Donc au final, on se retrouve dans une situation où la personne, on dit ah regarde, c'est parce que c'était une femme, alors qu'en fait, on lui a déjà donné une situation complètement pourrie. Et donc en fait, les membres des groupes minoritaires peuvent plus facilement faire de la mobilité ascendante en situation de crise, mais c'est des situations moins favorables. Et du coup, l'illustration de cette position de falaise de verre, et donc c'est par exemple Seiko Hashimoto, qui a été présidente du comité olympique de Tokyo en 2021, on l'a mise suite à un scandale. Donc en fait, il y a eu un scandale, du coup ils ont dit vas-y, on va mettre une femme. Pareil, Johanna Sigurðardóttir, bref, la première ministre d'Islande de 2009 à 2012, on l'a mise au pouvoir après la crise économique de 2008. Comme je disais, Theresa May, c'est après 2016-2019, c'est vraiment l'époque du Brexit, ou Barack Obama, qui a été comme par hasard élu aux États-Unis après la crise de 2008. Donc au final, quand ils sont venus au pouvoir, c'était déjà dans des situations compliquées, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont accédé à ces postes, donc vraiment de haut statut. Et donc, par exemple, là, par rapport à Hashimoto, elle a été nommée suite au scandale du président du comité Yoshiro Mori. Donc, en fait, il y a eu donc, un scandale où il a dit Women talk too much at meetings. Donc, en gros, c'était un peu une insulte envers les femmes, quoi. Et du coup, ils ont dit ah bah tiens, la bonne idée, lui, il démissionne, on va mettre une femme. Donc, nous, on est pour les droits des femmes et compagnie. Bref, de toute façon, on connaît la chanson. Et donc l'expérience de Ryan et Aslam en 2008, ça vient d'un article de presse qui a attribué la mauvaise performance du leader au fait que c'était des femmes, en omettant le cas, au fait que les cas étudiés étaient dans des contextes de crise. Donc en fait, il y a un article de presse qui a dit ah oui mais les femmes quand elles sont au pouvoir, elles réussissent jamais, etc. Mais en fait si tu les mets de base dans une condition qui est pas favorable et dans un contexte de crise, bah en fait la probabilité pour qu'elles ratent, c'est un peu normal. Et donc, ils ont demandé justement à des étudiants de master avec une spécialité en management. Donc, en gros, des étudiants en commerce. Et en fait, ils leur ont présenté le domaine de l'entreprise, puis le contexte de l'entreprise. Et en fait, ils ont contrôlé le domaine organisationnel. Donc, soit il y avait un masculin ou féminin, donc soit il y avait un homme au pouvoir, soit il y avait une femme. Et donc, ah non, pardon, je raconte n'importe quoi. Un domaine organisationnel, en gros, à connotation masculine ou féminine. Donc, par exemple, pour la connotation masculine, c'était les matériaux de construction, soit féminine, pour les produits de santé et de beauté. Donc là, il y a quelqu'un qui dit dans le chat qu'Angela Merkel, la première ministre, et la première ministre de Nouvelle-Zélande, elles sont fortes, et les dames du Nord aussi. Bah après, ça reste, comment dire, ça serait pas en fait des exemples que je prendrais pour illustrer justement le propos de la falaise de verre. Parce que du coup, à ce moment-là, le fait par exemple qu'Angela Merkel, elle peut très bien subir d'autres préjugés en disant ah mais regardez elle est pas féminine ou des choses comme ça. Enfin, en fait les gens en fait ils vont jamais être contents, c'est à dire que c'est soit elle est pas trop ci soit elle est pas trop ça, enfin voilà. Mais du coup oui je suis d'accord par rapport au fait qu'elles sont mortes. Et donc en gros, ils ont demandé, donc soit ils ont présenté à ces étudiants, soit un milieu masculin, donc matériaux de construction, soit un milieu féminin, donc produits de santé, de beauté, etc. Et ils ont également demandé, ils leur ont donné aussi les performances et le contexte de l'entreprise. Donc soit un contexte où l'entreprise a besoin de s'améliorer, soit un contexte où l'entreprise est en baisse, où en gros elle est en crise. Et en fait, ils ont mesuré l'évaluation des candidats sur en gros les capacités de leadership, l'adéquation au poste, le classement des 3 candidats. Donc par exemple, les capacités de leadership, ils ont mesuré ça en demandant le candidat sera un bon leader. Et ils vont dire d'accord, pas d'accord.
Ils ont mesuré l'adéquation au poste. Par exemple, l'expérience passée du candidat est pertinente pour le poste. Ou, donc ça c'est l'adéquation, et le classement, ils leur ont demandé de classer les 3 candidats de 1 à 3, donc du plus approprié au moins approprié. Et en fait, la position la plus haute montre le candidat classé comme le plus approprié. Et pour la condition d'amélioration, il n'y a pas de différence, significative en termes de choix pour la femme ou de l'homme. Donc ça veut dire que quand le contexte de l'entreprise, c'est pour améliorer l'entreprise, il n'y a pas de distinction entre un homme ou une femme, etc. Par contre, donc en fait, pour la condition d'amélioration, il n'y a pas de différence de genre dans le classement. Par contre, dans la condition de baisse, donc en situation de crise, il classe comme plus approprié les femmes que les hommes. Et ça, en fait, ça montre le phénomène de Glass-Cliff. Ça veut dire qu'en situation de crise, les femmes sont perçues comme plus appropriées pour des postes de leader que les hommes, comparativement aux situations de non-crise. Et donc, à ce moment-là, ça montre que même dans des conditions expérimentales, donc en prenant des étudiants random et en leur demandant est-ce que vous estimez que cette personne va être efficace, qu'ils estiment en fait qu'une femme va être mieux quand c'est une situation de crise que alors que dans une situation d'amélioration, c'est pareil. Et donc, cette tendance, en fait, on peut l'avoir aussi au niveau des minorités ethniques et notamment la falaise de verre politique. Donc ça veut dire que, en général, les minorités sont sous-représentées dans les rôles décisionnels et principalement donc dans les sphères politiques et des organisations. Donc par exemple, au niveau européen, on a 14%, il n'y a que 4% dans les conseils d'administration, etc. Donc en général, c'est bien beau, les statistiques, ça dit oui, on a suffisamment de diversité, alors qu'en fait, dans les positions de pouvoir, c'est très faible. Et en fait, il faut savoir que la présence des minorités ethniques aux élections a augmenté au fil des années. Ça, c'est selon une recherche de Kulish et collaborateurs en 2014 et Wilson en 2017. Mais leur sous-représentation peut être davantage due au choix des partis politiques qu'à la réticence des électeurs. Donc ça, c'est ce qu'a démontré Keslassi en 2010. C'est-à-dire que si y a moins de minorités ethniques qui se présentent, c'est pas parce que les gens vont pas voter pour eux, mais c'est parce que les partis politiques ne vont pas les mettre en avant. Et à ce moment-là, il y a plusieurs façons d'étudier la question, notamment pour les minorités ethniques et la question de la falaise de verre en politique. Et en fait, on se demande quelles sont les motivations sous-jacentes au phénomène de falaise de verre. Donc en fait, on a deux types d'explications. Soit c'est des motivations hostiles, soit c'est des motivations stratégiques. Donc les motivations hostiles, ça serait que l'accent est mis sur l'appartenance de groupe du candidat. C'est-à-dire qu'il y aurait une volonté d'accroître le risque d'échec du candidat. Donc par exemple, on a envie que la femme elle rate, on a envie que la minorité ethnique elle rate, et de conserver le statu quo. Donc on va la mettre dans une position de crise parce qu'on veut son échec. Donc pour cette théorie, elle a un faible support empirique, ça veut dire que les recherches ne soutiennent pas forcément cette théorie. Mais elle existe. Et ensuite, il y a les motivations stratégiques. C'est que l'accent est mis sur la meilleure façon d'améliorer la situation de l'entreprise ou du parti politique. Et en fait, l'idée, c'est de changer, entre guillemets, la situation. Donc soit c'est un changement réel, donc c'est par exemple la capacité du candidat à faire face et à surmonter la crise, soit c'est un symbole de changement, c'est-à-dire que c'est le potentiel du candidat à signaler le changement au monde extérieur. Par exemple, le fait que Barack Obama soit élu, on va se dire « Oh, c'est le premier président noir », donc là, il y a un symbole du changement, c'est-à-dire c'est symbolique parce qu'il y a un potentiel que les choses changent. On se dit, ça y est, il n'y a plus de racisme aux États-Unis. Et donc pour le changement réel, ce serait donc le candidat a vraiment des capacités pour surmonter la crise, etc. Ça a été démontré par l'étude de Garcia, Kulish et Komaraju en 2018 et Ryan et Al en collaborateurs en 2011. Et pour le symbole du changement, c'était pareil, Kulish, Lorenzi, Scioldi et collaborateurs en 2015. Donc en fait, les motivations à mettre une personne de minorité quand c'est une situation de crise, donc c'est soit hostile, donc vraiment pour la faire rater, quoi, soit stratégique pour améliorer en fait la situation. Et pour les motivations qui sont liées au changement dans le contexte politique, on constate qu'en fait, en fonction des orientations, soit de gauche ou de droite, on n'a pas la même attitude envers les minorités ethniques. Mais en général, c'est une attitude plus bienveillante, car il y a une volonté d'avoir une plus grande ouverture envers la nouveauté, et du coup une moindre sensibilité à l'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ils ont besoin vraiment de comprendre les choses, ils se permettent d'avoir une diversité. Et donc en gros, ça a été démontré donc par certaines études. Ok. Et donc en fait, les individus avec une orientation politique de gauche seraient plus susceptibles de choisir un candidat minoritaire dans un contexte de crise
Donc ça veut dire qu'un siège qui serait difficile à remporter. Donc en fait, il y aurait l'idée du changement symbolique, mais aussi l'idée du changement réel. Donc en fait, ils ont besoin, imaginons la gauche va mal et a besoin de gagner aux élections, donc ils vont dire, nous, on va montrer le changement, donc on va mettre une personne de minorité, parce qu'on se dit qu'il y a plus de probabilité qu'elle soit élue. Donc ça veut dire que... donc voilà, c'est un peu l'idée de en fait prendre les gens de façon stratégique. C'est un peu le j'ai un ami noir donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Bref. Donc l'expérience de Kulish, Ryan et Aslam en 2014 a montré qu'à partir des données d'archives des élections générales en Grande-Bretagne, donc en 2001, 2005 et 2012, par rapport aux partis conservateurs, la nomination des candidats minoritaires à des sièges difficiles à remporter explique leur échec aux élections. Alors attendez. Ils ont nommé des candidats minoritaires à des sièges difficiles à remporter, ça explique leur échec aux élections. En fait, du coup, en gros, par rapport aux étudiants français, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contrôlé en fait l'origine ethnique du candidat. Donc, dans l'expérience, ils ont mis d'abord les conditions d'origine ethnique. Donc, en gros, soit ils ont pris un candidat non minoritaire, soit un candidat majoritaire, et donc en fait, soit un candidat non minoritaire ou majoritaire, donc bref, un blanc, soit un candidat minoritaire. Donc, par exemple, un noir. Et ensuite, la deuxième condition, c'était l'orientation politique. Donc, soit ils étaient de gauche, soit ils étaient de droite. Et en fait, ils ont mesuré la probabilité de choisir le canton ou le siège difficile à gagner pour ce candidat. Et l'autre mesure, c'était les motivations liées au changement symbolique et réel. Et donc, en fait, ils ont constaté que pour les sièges difficiles à gagner, les personnes de gauche préféraient un candidat minoritaire au candidat majoritaire. Donc ça veut dire que les participants de gauche étaient plus susceptibles de choisir un candidat minoritaire par rapport à un candidat majoritaire pour un siège qui était difficile à gagner. Alors que, par exemple, ce pattern n'a pas été trouvé parmi les participants de droite. Donc ça veut dire que les gens de gauche sont plus enclins à choisir un candidat minoritaire dans ces situations difficiles. Et en fait, ces motivations seraient en termes de changements réels et symboliques qui ont conduit les participants de gauche à choisir le candidat minoritaire. Donc en fait, c'est l'idée que ce siège va être difficile à gagner donc pour les gens de gauche, ce siège va être difficile à gagner pour nous. Donc on veut du changement, que ce soit réel ou symbolique. Donc on va prendre une personne issue de minorité. Et en fait, le candidat minoritaire est préféré par les participants de gauche parce qu'ils croient que le candidat pourra être considéré comme un symbole du changement. Donc c'est vraiment un peu ce qu'on appellerait un token, quoi. Enfin, un objet, un truc en mode vas-y, je te prends toi parce que c'est comme l'histoire des quotas. C'est je te prends toi parce que tu es un symbole du changement au sein du parti et que, en fait, c'est d'un côté une raison symbolique, donc il peut être un symbole du changement, mais aussi parce qu'il pourrait aussi mettre en œuvre un véritable changement. Donc il y a une croyance réelle dans les capacités du candidat. C'est-à-dire qu'on suppose vraiment que ce candidat va peut-être avoir un potentiel de changement. Donc ça veut dire qu'on s'occupe de lui qu'en situation de crise. Et enfin, pour la dernière partie, donc ça veut dire aussi que ça, pour le coup, en fait, on va le retrouver davantage pour les candidats de gauche, mais pas pour les candidats de droite. Donc au final, ça amène un peu à se poser la question, en fait, de manière générale, de la falaise de verre, c'est plusieurs explications, et donc au final, on nommerait ces personnes de minorité dans des situations de crise, parce que, on pense que le changement sera symbolique, donc ça va indiquer une nouvelle tournure, mais aussi parce qu'on pense qu'ils vont avoir des compétences qui vont entraîner, en fait, un changement de perception. Donc ces motivations-là, donc ces changements symboliques, cette nomination signalera à la population que tel parti veut que les choses changent, et un changement réel, c'est-à-dire que ce candidat aura des idées nouvelles et différentes de ses prédécesseurs. Et du coup, ça, ce serait un peu ce qui expliquerait en fait la différence de sélection entre un candidat issu d'une minorité et un candidat non issu d'une minorité. Et voilà pour l'explication du concept de falaise de verre, donc glass cliff, à ne pas confondre avec plafond de verre. Et voilà pour le cours d'asymétrie et donc du pouvoir. Et j'ai fini mes révisions. Voilà. Merci d'avoir suivi.